Moïse. Merci beaucoup, Serge. Merci beaucoup, Conan. Je remercie énormément the African Accounting and Finance Association pour cette invitation. Je suis ravi d'être là, honnêtement. Je suis super ravi d'être là. J'adore en fait les échanges et tout ça. Je vais essayer de faire ma présentation, mais n'hésitez pas à m'interrompre. Je suis sur 2 écrans. Parfois, je vais avoir un profil égyptien, donc je suis désolé. Mais bon, donc parfois je ne vois pas un peu s'il y a des questions. On vous les relaie, on vous les relaie. Voilà, exactement. N'hésitez pas à m'interrompre, il n'y a pas de souci. Donc, alors, la présentation, au moins la première présentation va être sur les modèles empiriques en comptabilité en finance. Donc, on va essayer de mettre un peu l'accent sur les données primaires et les données secondaires. Et après, en deuxième partie, après une petite pause, on essaiera d'aller chercher un peu les techniques méthodologiques. C'est très, très bien, en fait, la présentation qui a été faite tout à l'heure, donc au début, parce qu'elle introduit super bien le sujet, elle introduit très, très bien les difficultés de faire ce type de présentation parce qu'on n'a pas vraiment le temps pour aller dans les détails. Ce que je vais essayer de faire, surtout dans la deuxième partie, c'est de m'appuyer un peu sur des recherches que j'ai déjà faites pour montrer un peu le choix des techniques, le choix du modèle, le choix du type de données, pourquoi on utilisait ces données plutôt que d'autres, ce qui permettra, j'espère, de clarifier un peu et de donner des idées à vous tous. Donc, est-ce que vous avez vos téléphones portables avec vous? Oui, Oui. tout le monde. J'espère que tout le monde. Est-ce que vous pouvez sortir vos téléphones? Ben, si vous pouvez utiliser vos téléphones, parce que je vais à un certain moment vous poser une question et vous avez un QR code à scanner et vous pouvez répondre si ça ne vous dérange pas. Ça marche. Donc, le plan de la présentation sur les 2 parties, donc on va essayer de commencer par faire la différence entre les données, ce qu'on entend par données primaires et données secondaires, quelles sont les différentes étapes pour implémenter une analyse empirique, dans l'un ou l'autre des 2 cas. Et après, je vais essayer de parler un peu quand est-ce que c'est vraiment pertinent d'utiliser des données secondaires. Vous allez voir, en fait, quand ce n'est pas pertinent d'utiliser des données secondaires, la solution sera d'utiliser des données primaires si on veut rester dans la même logique des méthodes quantitatives. Évidemment, je suis désolé, on a eu une discussion sur les méthodes quali versus les méthodes quanti. Voilà, en fait, je focalise plus sur les méthodes quanti. Et dans la deuxième partie, donc c'est là où je vais attaquer un peu quelques techniques empiriques et je vais m'appuyer, comme je vous ai dit, sur des articles que j'ai présentés. Je ne vais pas vous présenter les détails parce que malheureusement, on n'a pas trop le temps, mais je vais vraiment focaliser sur l'esprit et pourquoi on le fait comme ça et comment on l'a fait assez rapidement. Alors, donc, quand on parle, je pense en fait ça, c'est peut-être un slide qui est un peu très, très basique pour vous tous. Donc, quand on parle de recherche quantitative, on a typiquement l'objectif de détecter ou bien des propriétés ou bien des phénomènes. Donc, principalement, on cherche des corrélations. Mais en fait, il y a un point très, très important qu'on oublie parfois, c'est le concept de mesurabilité. Donc, en fait, du moment où on commence à travailler avec des méthodes quantitatives, il faut faire très, très attention à la quantification des données, donc à la quantification des observations. La technique la plus simple, souvent, c'est de travailler avec des dummies, avec des variables binaires, donc 0, 1. Mais de plus en plus, en fait, on se rend compte que les variables dummies, ça pose des problèmes. Et donc, on a besoin de quantifier d'une façon un peu plus précise certaines variables parce que les données dummies, typiquement, ce qu'elles font, c'est qu'elles vont regrouper beaucoup, beaucoup d'informations. Donc, lorsqu'on met la variable est égale à 0 ou 1, ça réduit beaucoup l'information. Une autre façon de voir un peu les méthodes quantitatives, ça, c'est vraiment les pratiques, en fait, que moi, au moins, j'observe. C'est on mène une étude empirique souvent avec 2 objectifs, pour 2 raisons différentes. La première raison, c'est que j'ai une question de recherche
qui m'intéresse. Et après, pour des raisons pratiques ou bien pour des raisons tout simplement que le chercheur il connaît très, très bien cette méthode, il va essayer d'utiliser des données, qu'elles soient secondaires ou primaires, pour répondre à cette question. Donc, en fait, c'est vraiment basé sur un objectif. Donc, en fait, j'ai une question et puis je me dis, pour répondre à cette question, quelle est la meilleure méthode quantitative que je vais utiliser? Il y a une autre façon qui peut être parfois très, très intéressante, c'est avoir des données pour différentes raisons. On tombe sur des données ou bien on se retrouve avec des données qu'on a exploitées autrement, pour un autre projet, et puis se dire, bon, bah, à partir de ces projets-là, quelle est la question que je peux, à laquelle je peux répondre? Et, je me rappelle un collègue quand j'étais à HEC Montréal qui est tombé sur des données très, très intéressantes, des données historiques. Et il est venu me dire, Moïse, je tombe sur ces données-là, comment on peut les utiliser? Et il s'avère en fait que c'était une mine d'informations géniale, et ça lui a permis de faire au moins 4 publications en utilisant ces données. Donc, vous voyez, en fait, il y a les deux processus. Il ne faut pas négliger cette deuxième possibilité qui est de dire, surtout parfois quand on discute avec des professionnels, on discute avec des entreprises, ils peuvent nous donner accès à des données, mais de dire à partir de ces données-là, quelles sont les questions auxquelles je peux répondre? De quelle façon je peux utiliser ces données pour répondre à des questions qui sont intéressantes et qui sont publiables. Et l'avantage qu'on a en Afrique, c'est ça, en fait, c'est que on peut avoir vraiment des données super intéressantes et très, 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 très riches qui sont exploitées par différentes institutions ou par différentes entreprises maintenant. Moi, je suis actuellement en train de discuter avec une grande institution de microfinance. Mais elle a des données, mais qu'on ne trouve nulle part. En fait. La qualité, la finesse des données, elle est vraiment géniale. Et c'est à partir des données qu'on s'est assis avec des représentants de cette entreprise, mais avec des collègues ici à Montpellier Business School, pour essayer de dégager des questions de recherche auxquelles on peut répondre à partir de ces données-là. Et là, en fait, jusqu'à maintenant, je vous parle de données primaires et données secondaires. J'aimerais bien avoir un peu votre compréhension, ce que vous entendez, quand on dit données primaires et données secondaires, qu'est-ce que ça dit pour vous? Donc, si vous pouvez scanner ce QR code et répondre à la question. Pardon, excusez-moi, Oui, je dois changer d'écran. Je l'ai scanné, oui. C'est bon de mon côté aussi, je l'ai scanné. Alors, vous êtes normalement en attente. Oui, on est en attente. Vous êtes en attente. Et là, normalement, vous pouvez répondre. Je peux voir, moi, il y a combien de personnes. OK. N'hésitez pas à répondre plusieurs fois. Hein, OK. si vous avez… Et par contre, vous pouvez répondre en français. Hein. Oui, donc, oui, répondez en français ou en anglais. Répondez en français. Vous pouvez répondre quand vous voulez. Je suis désolé, en fait. Non, il n'y a pas de souci. J'ai préparé mes slides en anglais. Si vous avez des difficultés pour vous connecter, en fait, ce que je peux faire, c'est… Pardon. Ce que je peux faire, c'est… Comment… Ouais, je vais le faire autrement. Ouais, il me dit… Ah, je commence à avoir des réponses. Ah, il commence à me dire, est-ce qu'il faut on n'a pas besoin de login, hein? Non, vous n'avez pas besoin de login. Vous n'avez pas besoin de login. Submit. Ah, il me dit login. You need to log in to send answer. Ah, OK. Ah, oui. Normalement, c'est une question qui est ouverte. Hein. Vous n'avez pas besoin de… J'ai du mal, moi. Bon.
Moi, Ouais, j'ai tu peux 3 inscrits. mais tu peux peut-être, Anderson, refaire le truc. Ah ouais, je vais rescanner, ouais. Tu rescannes. Ouais, je rescanne. Voilà. Ah, voilà, Allez, ça a marché. j'ai de plus en plus de connexions. Moi, je vois tout, en fait. Je vois Oh, vos super, super, réponses. c'est bon alors. Je vois le nombre de connectés, je vois tout. Ça marche. C'est amusant. Je vais mettre plusieurs réponses. Alors, dès que ça commence à se stabiliser, donc il n'y a plus de réponses, je vais vous montrer un peu le résultat. J'ai encore des réponses qui arrivent. Très cher Moïse, il y a quelqu'un qui demande si on peut envoyer le lien, mais c'est plutôt de scanner. Hein, Non, je peux pas. il faut scanner plutôt. C'est ça. Il y a le lien, en fait, c'est très simple. Allez dans wooclap.com, donc googlez wooclap.com et il va vous demander un code du questionnaire qui est celui-là, FBCNXR. OK. Allez dans wooclap.com. Ah, c'est Absa qui demande. Et sinon, ce que je vais faire, je vais vous envoyer dans la discussion à tout le monde le lien. Donc, vous pouvez cliquer sur le lien directement. Merci. Oui, ça marchera aussi. Ouais. Hmm. Je vais laisser 1 minute. Oui. OK. Données. Allez, je vais vous montrer le résultat de vos réponses. C'est un peu similaire à ce que… Et ça bouge encore. Hein. Donc, vous voyez un peu mon écran là? Oui. Très bien. Donc ça, c'est vos réponses. Donc, il y a un nuage de points comme ce que vous a montré, ce que vous avez vu tout à l'heure. Euh, Donc, en fait, alors, il y a plusieurs réponses qui sont super intéressantes sur l'histoire de collecte de données, donc recherche d'informations. Donc, dans les deux cas, on est en train de chercher des informations. Donc là, en fait, données primaires, c'est données collectées sur terrain. Effectivement, les données primaires, c'est des données collectées sur terrain. En fait, la distinction la plus simple, la plus basique entre les deux, c'est que les données secondaires sont des données qu'on va avoir disponibles, donc qui viennent de sources externes. Ça peut être des rapports annuels, ça peut être des informations qu'on va avoir sur des clients, par exemple, d'une entreprise, ou c'est des fournisseurs d'une entreprise.
Typiquement, en fait, on utilise les rapports annuels. Ça peut être dans une base de données, les bases de données classiques qui fournissent ce genre d'informations, ou bien ça peut être collecté à la main. Parfois, dans les données secondaires, on a besoin, de plus en plus, en fait, on a besoin d'aller chercher nous-mêmes des informations directement dans les rapports annuels, mais c'est des données qui sont présentes. Alors, elles ne sont pas forcément toujours disponibles directement, mais qu'on peut collecter en essayant de fournir en essayant d'aller chercher dans des documents qui sont existants. C'est ce que tout à l'heure Serge appelait les archival methods. Évidemment, une des choses qui est intéressante avec ces données secondaires, donc c'est des données qui sont existantes, donc vous n'allez pas créer vous-même les données. Ça peut nous permettre de créer, comme je vous ai dit tout à l'heure, des mesures en se basant un peu sur ces données-là. Donc, et vous allez voir tout à l'heure, dans le cadre d'un exemple, avec des collègues, ce qu'on a essayé de faire justement pour créer une mesure en nous basant un peu sur des données qui certes sont existantes, mais qui n'étaient pas disponibles. Donc, on a dû aller les chercher à la main. Les données primaires, par contre, c'est les données qu'on va créer. On va créer, c'est-à-dire on va essayer de trouver une méthodologie qui nous permet de créer nous-mêmes les données. Évidemment, le cas typique, et je pense que c'est ce qui a été évoqué dans vos réponses, c'est des questionnaires. Mais il y a aussi les expériences, donc mener une étude expérimentale. Je vais en parler un peu plus dans la deuxième partie parce que enfin, j'ai un papier en fait, qui utilise cette méthodologie en fait, et ça peut être très, très intéressant parce que ça nous permet de répondre à tes questions vraiment très, très précis, d'une façon vraiment presque chirurgicale parce que on va aller chercher des données qui sont dans un milieu contrôlé. Le problème des données secondaires, c'est qu'on n'est pas dans un milieu contrôlé, on est dans la vraie vie. Donc, il y a plein de variables qu'on peut observer sur, par exemple, l'aversion au risque de quelqu'un qui a pris une décision ou le niveau d'éthique de quelqu'un qui a pris la décision. Vous voyez, donc, comment on dit que cette entreprise-là, elle est plus éthique qu'une autre? Bon, on peut le voir à travers des observations, mais ça reste toujours assez subjectif. Dans un milieu expérimental, on peut mesurer le niveau d'éthique, par exemple, de la personne qui participe à l'expérience. Et donc, en fait, on a une façon beaucoup plus précise de mesurer, de dire, oui, il a des normes éthiques qui sont beaucoup plus higher than the other. Je n'ai pas trouvé la façon en français. Et après, il y a la troisième façon, c'est la méthode qui se base sur des simulations. Donc, en fait, qu'est-ce que ça veut dire faire des simulations? Ça veut dire en fait qu'on va simuler des données. Je ne sais pas si vous êtes un peu à l'aise avec ces méthodologies, mais simuler des données, c'est principalement travailler sur un modèle théorique qui va nous permettre de générer des données qui nous permettent après, qu'on va intégrer après dans notre étude. Donc ça c'est principalement la différence entre ce qu'on entend par données secondaires et de données primaires. Je ne sais pas s'il y a des questions. Je regarde dans le chat, je Non, vérifie. pour l'instant, il n'y a pas Non, de questions. pour l'instant, non, il n'y a pas de questions. Vous pouvez Très poser bien. des questions dans le chat. Vous pouvez aussi lever la main et poser des questions. N'hésitez pas, chers participants. Donc, prof, est-ce que je peux avoir une question alors pour le coup, s'il n'y en a pas Bien dans le sûr, chat? allez-y, bien Oui. sûr. Donc, vous dites que donc on les crée ces données et puis il y a alors en français on dirait expérimentation, Oui, c'est ça. et Mhm. puis la simulation. Est-ce que vous pouvez revenir sur la nuance entre les deux, s'il vous plaît? La OK. nuance sur expérimentation et puis simulation. Alors, Merci. l'expérimentation, en général, on va organiser une expérience où on va inviter des personnes qu'on appelle des sujets. Malheureusement, on prend exactement la même appellation qu'en médecine, par exemple. Mhm. Et ces sujets-là, on va leur faire jouer un jeu.
En fait, jouer à un jeu, généralement, l'idée, c'est de leur permettre de prendre une décision dans un environnement qui est contrôlé. Donc, je peux commencer à parler un peu de ce qu'on a fait nous. On avait une question sur la façon dont l'information va affecter la prise de décision de quelqu'un. Donc, on a invité des gens, on leur a dit, écoutez, bon, bah, là, en fait, vous êtes en train de jouer ce jeu-là. Et là, maintenant, vous avez cette information-là. Comment vous faites? Et là, ils commencent à prendre la décision, ils commencent à jouer. Et après, on leur dit, ah, maintenant, vous avez une meilleure information. Comment vous allez faire maintenant? Vous voyez, on va collecter toutes leurs décisions. Et ça me permet d'avoir un peu toutes ces données sur la façon dont des personnes ont pris des décisions dans des contextes différents. La simulation, c'est généralement, j'ai besoin d'étudier un phénomène et je n'ai pas accès à des données primaires, enfin, j'ai pas accès à des données secondaires. Et les données primaires, donc l'expérimentation et les surveys, ne me permettent pas, parce qu'elles ne sont pas assez, parce que je ne peux pas faire beaucoup d'expériences, parce qu'une expérience, généralement, ça coûte de l'argent. Hein. La personne qu'on va inviter, souvent, on va la payer. Bien qu'on peut ne pas le faire, je vous expliquerai après si vous voulez. Et ça peut être quelque chose de très, très intéressant dans certaines institutions africaines, et même ici en France, quelques très, très bons papiers ont utilisé ces méthodologies-là. Dans la simulation, en fait, alors je vais vous donner, qu'est-ce que je peux prendre comme exemple typique de simulation. J'essaie de m'intéresser un peu de l'impact que peut avoir les annonces ESG sur les cours en bourse, sur les prix en bourse. D'accord? Donc, on a des modèles théoriques qui nous disent, bon, ben, en fait, le rendement que je vais observer sur le marché financier vont dépendre vont avoir une relation fonctionnelle. Donc, en fait, c'est un modèle théorique. Donc, en fait, à la finalité, on a une relation fonctionnelle entre le rendement et cette annonce ESG. Si je veux observer les données secondaires, ben, je n'ai pas beaucoup d'annonces. Donc, en fait, mon étude, empiriquement, statistiquement, ne va pas être super intéressante. Faire de l'expérience, ça va être très, très compliqué parce que je veux quand même voir un peu ce qui se passe dans la vraie vie. Mais en fait, ce que je peux faire, je peux aller chercher les modèles théoriques qui prévoient cette relation-là et voir un peu quelle est la relation tout en changeant un peu les paramètres. Donc, en fait, la méthode classique, c'est la méthode Monte Carlo. Peut-être qu'en fait, c'est quelque chose qui va vous parler. Donc, je vais créer plusieurs scénarios, des milliers, voire des millions de scénarios qui vont me permettre d'avoir un peu quelles sont les potentielles réactions du marché à des annonces ESG. Est-ce que c'est plus clair? Oui, merci. Oui, pour moi en tout cas. Merci. Est-ce qu'il y a d'autres questions? Alors, je reprends. Oui, alors, est-ce que l'observation est rangée du côté des données primaires? Ça, c'est une question qui a été posée par Valou Kinda Jojo. Est-ce que l'observation est… Qu'est-ce que vous appelez observation? Voilà. Donc, est-ce que Valou Kinda Jojo nous écoute? Est-ce que vous pouvez préciser votre question? Je reprends sa question. Est-ce que l'observation est rangée du côté des données primaires? Alors, s'il ne répond pas, je vais prendre une autre observation qui était liée à la simulation. Il y a quelqu'un qui disait bonjour. Au niveau de la simulation des données, je n'ai pas bien saisi. Je pense que la réponse maintenant que vous donnez peut-être convient à tout le monde. Il y a un dernier message qui est quelque part, je regarde. Euh, les données comptables sont des données secondaires. OK, OK. Donc, c'était les données comptables, bilan, les données d'analyse financière, données primaires ou secondaires. Voilà. Donc, Serge a déjà répondu, ce sont des données secondaires. Ce sont des Voilà, données secondaires. voilà, oui, Ouais, voilà ce que ouais. j'ai vu dans le chat pour l'instant. Est-ce qu'il y a d'autres? Ah, je crois qu'il y a la main de quelqu'un qui est levé. Il y a Désiré qui a la main levée. Oui, Désiré. Bonjour à vous. C'est savoir en fait dans les données secondaires, donc au niveau de l'analyse quantitative, c'est aussi réparti en données secondaires internes et données secondaires externes aussi ou pas forcément? C'est plus au niveau du Cali. Alors, au niveau de Cali,
moi, j'aime pas trop parler de données quand on traite des qualis parce que la philosophie, elle est complètement différente. Mais si ça vous arrange qu'on parle de données dans la méthode quali, oui, en fait, généralement, on a besoin d'utiliser à la fois des données externes et des données internes. Je ne sais pas si je réponds, si j'ai bien compris votre question. À peu près, en fait, c'est savoir justement si c'était pareil aussi, si aussi dans la méthode quantitative, il y avait des données quantitatives, des données secondaires internes et des données secondaires externes, ou non, c'est que des données secondaires et point barre. En fait, il n'y a pas de répartition entre l'interne et l'externe. Non. Quand je parle de external sources, oui, c'est pour ça d'ailleurs j'ai donné les deux exemples. En fait, ça peut être des données externes dans le sens où c'est une base de données, par exemple, je sais pas, pour les IPO, on sait très bien qu'on utilise beaucoup des données qui viennent de bases de données qui sont reconnues. Donc là, c'est une source externe. Mais là, on peut aller chercher des rapports annuels, ou ça peut être en comptabilité, on utilise beaucoup des liasses fiscales d'entreprise. Et ça, du coup, en fait, c'est des sources internes à l'entreprise. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Oui, merci beaucoup. Je vous en prie. Donc, maintenant, quand on commence à faire des études empiriques, en fait, il y a quand même des réflexes qu'on doit avoir. Et la première chose qui est très, très importante, c'est l'hypothèse. Alors, ce que moi, j'observe, honnêtement, je fais pas mal de missions de référé, d'arbitre, d'arbitre, on dit, d'arbitre pour des papiers qui sont soumis à différents papiers. Et il y a une chose que souvent je détecte, c'est l'hypothèse. C'est que souvent, en fait, on a des hypothèses qui ne sont pas très, très claires. Donc, en fait, la façon dont les hypothèses sont écrites ne correspond pas du tout à ce que le chercheur est en train de faire. Et ça, c'est très, très important à bien expliquer un peu et bien écrire surtout l'hypothèse. Parfois, changer un tout petit mot dans l'hypothèse peut nous mener à penser que l'étude, elle est complètement différente. Donc, c'est très, très important de faire attention à ça. Il y a parfois des études qui n'ont pas besoin d'hypothèse. Hein. Il y a des études qui sont descriptives, qui sont très, très bien, où on n'a pas besoin de faire une hypothèse, on va juste faire un peu l'état dans une situation. Mais lorsqu'on a une hypothèse, c'est très, très important de bien la préciser, de bien la définir, de l'écrire, de la réécrire, de la réécrire jusqu'à arriver au point où elle correspond exactement à ce qu'on est en train de faire après. Okay? Et après, souvent dans une hypothèse, ça aussi c'est quelque chose que je remarque souvent, c'est qu'on a des hypothèses qui sont quasiment pas testables. Et elles le deviennent testables si on divise cette hypothèse en différentes sous-hypothèses. Vous pouvez le remarquer un peu dans certains, surtout dans très très bons journaux, on va essayer de faire des hypothèses super simples, mais en fait, plus l'hypothèse elle est simple, plus on va avoir des résultats qui sont parlants et qu'on peut interpréter très très facilement. Plus l'hypothèse elle est longue avec beaucoup de phrases à l'intérieur, généralement c'est pas bon. Généralement, en fait, on risque d'être attaqué un peu sur cette hypothèse. Donc, n'hésitez pas, lorsque vous avez une hypothèse très, très longue, à la diviser en des sous-hypothèses. Et donc, dans les sous-hypothèses, ça devient des petites hypothèses simples. Et ça, même si votre question, elle demande plusieurs itérations de recherche, si vous voulez, faites votre hypothèse, divisez votre hypothèse en différentes sous-hypothèses. Okay? Et après, évidemment, il y a un autre aspect qui est très, très important, c'est lorsqu'on fait une hypothèse, qu'est-ce qui explique pourquoi on fait cette hypothèse-là? Quel est le mécanisme théorique qui me permet de dire cette hypothèse-là, elle est pertinente? Quelle est la motivation théorique, si vous voulez, de mon hypothèse? Et ça, c'est très, très important, en fait. Et encore une fois, en fait,
Beaucoup d'articles sont malheureusement rejetés parce qu'il n'y a pas cette motivation théorique. Et à mon avis, avant de mener une recherche, il faut surtout bien identifier quelle est la motivation théorique de votre recherche. Pourquoi vous le faites et pourquoi vous êtes en train d'anticiper ce résultat-là. Enfin, je vous rappelle, pour peut-être les plus jeunes, une hypothèse, c'est souvent, en fait, c'est un peu, je traduis ma question de recherche en une question purement statistique. Pourquoi, en fait, je pense à cette question-là? Qu'est-ce qui va faire en sorte que… Quelles sont les bases théoriques qui me mènent à cette question de recherche? D'accord? Après, une fois on a établi cette question de recherche, la deuxième question, c'est quel type de données je dois utiliser pour adresser ma question de recherche? Est-ce que ma question de recherche peut être répondue en utilisant des données secondaires? Donc, on fait des données qui sont déjà existantes, qu'elles soient internes ou externes. Ou bien, est-ce que j'ai besoin d'aller chercher ou d'aller utiliser, par exemple, des questionnaires, utiliser des expériences, parce que les données secondaires ne me permettent pas de répondre à cette question. Quelles sont les différentes variables que j'ai besoin? Il y a souvent surtout lorsqu'on est au début de la carrière de chercheur, et même en fait, même si on est même après, on fait toujours l'étape la plus difficile lorsqu'on commence à travailler sur des données secondaires, c'est de ramasser des données, c'est collecter les données et les nettoyer. Et ça prend beaucoup de temps et beaucoup d'énergie. C'est généralement pas bon lorsqu'on a fini de se rendre compte qu'il y en a une variable qu'on a oubliée et qui est très importante pour notre analyse. Donc, le premier réflexe toujours à avoir, c'est de dire, avant de commencer même à chercher les données, quelles sont les variables dont j'ai besoin et comment je vais trouver cette variable et comment je peux aller les collecter. Alors, il y a une façon très simple que moi je donne toujours à des jeunes chercheurs. Si je veux vraiment pas me planter, je prends ma revue de littérature, je vais aller chercher les papiers empiriques et puis chaque papier empirique, il utilise des variables. Je liste les variables. Je fais un gros fichier Excel avec pour chaque papier les différentes variables. Puis je vais aller voir les variables qui sont présentes dans la majorité des papiers. C'est sûr, en fait, ces variables-là, vous ne pouvez pas les rater parce que lorsque vous allez soumettre votre papier, vous allez, si vous oubliez une de ces variables, le référé, il va être, vous lui simplifiez le travail. Bon, ça, c'est une variable qui est très utilisée, vous ne l'avez pas utilisée. Et généralement, elle peut avoir un impact sur d'autres variables puisqu'elle était utilisée dans plusieurs autres recherches. Donc, c'est très important d'aller chercher, d'aller identifier quelles sont les variables importantes pour votre analyse. OK. Quelles sont les relations entre les différentes variables que je suis en train d'utiliser? Enfin, c'est dans le sens de quelle est la relation de causalité que je suis en train de chercher. Est-ce que lorsque j'ai deux variables A et B, est-ce que je cherche A qui affecte B ou est-ce que je cherche B qui affecte A? Parfois, il y a les deux sens, donc il faut faire très attention à expliquer et motiver votre choix, le choix de la relation que vous êtes en train de chercher. Et ça, normalement, encore une fois, vous allez pouvoir l'identifier dans l'hypothèse. Et après, évidemment, une fois que vous avez les données, quel est le modèle que je dois utiliser pour répondre à mes questions? Et le choix du modèle est vraiment fondamental parce que avec les mêmes données, on utilise deux modèles différents, on va trouver des résultats complètement différents. Et donc, en fait, choisir le modèle empirique que je vais utiliser est très important. Je vais peut-être, si j'ai le temps après, de vous donner un peu une idée très globale sur ce que j'entends par les modèles empiriques, mais c'est principalement c'est l'équation de la régression. Alors, quel est le processus maintenant? J'ai essayé de parler ici des différentes… J'ai combien de temps encore?
Et moi, vous avez encore 25 minutes. 25 minutes, OK. Oui. Donc, là, j'ai essayé de définir les choses d'une façon pas très organisée. Donc, si on veut faire différentes étapes, les différentes étapes pour formuler une recherche. Alors là, je suis en train de travailler sur ou de présenter la situation où la première étape, c'est formuler un problème de recherche. Donc, j'ai une question de recherche. Non. Moïse, Oui. pardon, tes slides ne déroulent pas. Hein. Ah bon? Tu es toujours à la page 5, Secondary Data et Primary Data. Ah, pardon, désolé. Est-ce que là, vous voyez mon… Non, il est toujours bloqué à la page 5. Ah, donc, ce que je vais faire, je vais arrêter le partage Et tu remets. et je Merci. vais remettre. Super. Okay. Très bien. Alors, je vais remettre. Ça, c'est quelque chose qu'on remarque souvent avec Zoom. Hein. Ça arrive. Et là, est-ce que vous voyez mon slide 9? Mais tu n'as pas partagé le bon écran, je crois. Non, non. Non, tu n'as pas partagé là. Ah, pardon, excusez-moi. Oui, pardon. Oui. Pardon. Comme tu as 2 écrans. Ouais. Là, qu'est-ce que vous voyez là? Je suis désolé pour cette… Attends. Mais tu es quote. Là, on ne voit rien en fait. On te voit, toi, ton. Au fait, j'ai même pas de. Tu n'as pas partagé au fait. Là, tu refais le partage. Parfait, Alors, ça arrive. là, Là, c'est c'est bon? parfait. Là, c'est bon. OK, très bien. Tu Désolé pour peux cette… mettre en plein écran, full screen si tu veux. Je vais régler un peu ce problème-là. C'est un peu… je suis malheureusement pas un expert avec Zoom. En fait, nous, on utilise beaucoup Teams ici. Donc, Ah, mais j'ai aussi Teams, ça. On aurait pu faire Teams. mm. On peut faire les deux. En fait, ça s'est bloqué sur l'autre écran. Ah, ok. Je suis désolé. Non, on peut Attendez, continuer comme ça si ça ne vous dérange pas. Non, je vais essayer de le faire autrement. Mais c'est bizarre, ça. Attention, on voit tout ton écran. Oui, je sais. Mais j'ai rien à cacher, en fait, c'est ça le truc. Allez, je vais essayer d'arrêter alors le partage et de reprendre de nouveau. Je suis vraiment désolé pour ça. Non, je t'en prie. Je suis désolé, hein, chers participants. Donc, c'est des réglages techniques. Voilà, donc c'est des choses qui arrivent. Parfait. Là, c'est bon, vous voyez en plein Oui, écran? tu peux le faire avancer. On va voir si ça marche. S'il te plaît. Parfait. Oui, là, ça marche. C'est bon? Super, Très top, bien. Super. top. Thank you. Allez, you're welcome. Donc, je reviens un peu. Donc, on était là. J'imagine en fait que je peux… Là, c'est bon? Oui. OK. Voilà. Donc, en fait, il y a la première étape, c'est aller chercher, donc formuler un peu sa question de recherche. Deuxième étape, c'est vraiment très important, en fait. Je suis désolé, en fait, si je le rappelle à des chercheurs confirmés, il faut vraiment faire très attention à la question de quelle est votre contribution à la littérature. Donc, et connaître sa contribution à la littérature, c'est connaître la littérature. Donc, en fait, c'est vraiment super important d'aller chercher un peu toute la littérature qui est autour du sujet. Il y a maintenant en fait un outil qui est génial en fait, qui permet d'avoir accès un peu à la littérature, qui est Google Scholar. J'imagine en fait la très grande majorité de vous l'utilise, et ça permet vraiment d'avoir accès à toutes les questions qui sont liées un peu, qui sont les plus pertinentes.
Donc, une fois on connaît notre contribution, on sait très bien c'est quoi la contribution et on sait très bien comment on va vendre, parce que malheureusement, même si on fait un peu de recherche, on doit faire un peu de marketing, donc on doit vendre un peu notre idée et notre papier. On va développer les hypothèses en essayant de bien suivre un peu le fait que l'hypothèse ne doit pas être très longue, elle doit être très précise, elle doit répondre, doit être vraiment alignée avec la méthode empirique qu'on va utiliser. Une fois on a notre hypothèse, on va aller faire ce qu'on appelle le research design. On va déterminer l'échantillon qu'on va utiliser et on va collecter les données. Encore une fois, là, je parle de collecter les données. Ça peut être la collecte de données secondaires ou ça peut être la création de données primaires. Après, les deux dernières étapes, c'est des étapes que vous connaissez très bien, qui, une fois que j'ai les données, je vais mettre un peu en place les tests, les méthodes empiriques que je vais utiliser. Je vais tester mes hypothèses et puis je vais interpréter un peu mes résultats. Oui. Oui. Est-ce qu'il y a une question? Oui. Je regarde. Oh, Serge, tu regardes? Anderson, Oh. tu peux fermer les micros, Conan? Non, mais je ne vois pas justement la personne là. Je cherche. C'est bon. Je crois que c'est bon, ça s'est arrêté. Oui, alors, je crois qu'il y a une question dans le chat. Professeur, peut-il rappeler quel outil utiliser pour la revue de la littérature? C'est quelqu'un qui pose cette question. Alors, en fait, moi, j'utilise beaucoup un outil qui est sur Google. C'est Google Scholar. C'est la version recherche, si vous voulez, de Google Scholar qui permet d'avoir vraiment accès à toutes les recherches. Aussi, Pardon, je vais tenter d'identifier la personne pour bloquer. S'il vous plaît, je vous prie de fermer vos micros. Oh, j'arrive pas à bloquer. Je m'en charge là. C'est bon, désolé. Oh. Serge, tu arrives à identifier la personne, s'il te plaît? C'est bon, je l'ai fermé. Ok. D'accord. Merci. Oui. Alors, lorsqu'on commence à chercher des données, et peut-être en fait ça c'est beaucoup plus lié un peu à cette présentation, c'est il y a une question souvent très relevante, je ne sais pas, je n'arrive pas à trouver le mot en français, Pertinente. très importante et pertinente, merci, oui. qui est la qualité des données. C'est on sait tous très bien que si on ramasse nous-mêmes les données, à partir par exemple de rapports annuels ou de liasses fiscales, on peut faire des erreurs. Donc en fait, n'hésitez pas en fait à vérifier parfois, à faire du double-checking. Pour être honnête avec vous, moi personnellement, quand je ramasse des données, malheureusement, je n'ai pas le temps de le faire, mais parfois, je trouve des budgets pour pouvoir le faire. J'engage souvent des étudiants pour les faire, je les paye, mais quand je paye les étudiants, souvent, la même information va être collectée 2 fois, donc par 2 étudiants différents. Et souvent, je fais en sorte qu'ils ne se connaissent pas. Et ça me permet en fait de contrôler après si les données, s'ils ont ramassé les mêmes données. Donc, s'il y a une différence dans les données, je vais certainement aller checker moi-même, vérifier moi-même, parce que ce n'est pas normal. Donc, en fait, il faut vraiment faire très attention à la qualité de données. Il y a maintenant un courant de littérature, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, sur les méthodes empiriques en général. Il y a ce qu'on appelle la replicabilité des résultats empiriques qu'on observe. Il y a un groupement de chercheurs qui viennent d'un peu partout dans le monde, mais de très grandes institutions un peu partout dans le monde. Je pense une dizaine de chercheurs ou une quinzaine de chercheurs qui se sont dit, on va essayer d'aller chercher tous les articles empiriques publiés
Et puis, donc, on va focaliser sur les articles empiriques dont les données sont disponibles directement. Donc, on peut aller chercher, nous, les données. On ne va pas aller chercher des données nous-mêmes. Et puis, on va essayer de répliquer le résultat. Et ça, c'est les articles qui sont publiés dans les meilleurs journaux en finance et en économie. Donc, en fait, les 10 meilleurs journaux en finance et en économie. Uniquement 40% de ces résultats sont réplicables. Donc, de plus en plus, je ne sais pas si vous avez entendu parler de ça, de plus en plus, en fait, les journaux, ils vont inciter, pour le moment, ils incitent, mais je pense, en fait, on va passer un certain moment à obliger le chercheur à partager ces données pour vérifier si ces résultats sont véridiques ou non. Et souvent, en fait, ce n'est pas une question, enfin là, je ne suis pas en train de remettre en question un peu l'honnêteté en fait des chercheurs, mais c'est juste que parfois en fait, en fonction de la qualité des données, les résultats qu'on va avoir vont être complètement différents d'un logiciel à un autre, ou oui, principalement c'est une question de logiciel. Donc j'ai des données, exactement les mêmes données. Je fais l'analyse en utilisant Stata et je fais la même analyse, mais en utilisant R, ça ne va pas nous donner forcément les mêmes résultats. Et parfois, les résultats sont très, très différents. Et ça, souvent, en fait, le problème, il n'est pas R ou Stata. Le problème, c'est la qualité des données. Donc, en fait, le nombre d'observations manquantes, comment les valeurs extrêmes dans les observations ont été traitées. Et ça, c'est des choses auxquelles il faut vraiment faire très, très attention. Il y a un autre aspect aussi, et ça c'est souvent un problème lié à beaucoup d'études, c'est qu'on essaie de travailler, surtout lorsqu'on commence à travailler avec des données de panel. Donc les données de panel, je vous rappelle, c'est des données typiquement en finance et en comptabilité, c'est des données sur des entreprises, mais sur plusieurs années. Donc en fait, j'ai entreprise, année 1, année 2, année 3, donc entreprise 1, entreprise 2, année 1, année 2, année 3, et ainsi de suite. Donc, en fait, souvent, puisque je travaille sur une période de temps, donc j'ai plusieurs années, il y a souvent quelque chose que les chercheurs ont tendance à oublier parce qu'ils sont focalisés sur leurs questions de recherche, ils oublient un peu ce qui se passe ailleurs. Et donc, il y a beaucoup de situations où on trouve un résultat, et je vous promets, j'ai eu exactement la même expérience. Bon, j'ai eu la chance qu'en intégrant un peu cet événement-là, ça m'a donné des résultats encore beaucoup plus intéressants. Mais il faut faire très, très attention. Qu'est-ce qui s'est passé pendant cette période-là? Donc, je travaille, je sais pas, entre 2005 et 2020 sur quelque chose qui peut être lié à l'ESG, par exemple. Et puis, entre 2005 et 2020, on sait très, très bien qu'il y a une crise énorme qui est arrivée en 2008. Si je ne prends pas en considération qu'est-ce qui s'est passé en 2008 et quel peut être l'impact potentiel de cette crise-là sur ma question de recherche, ça remet en question tous les résultats que j'ai eus. Donc, en fait, il faut faire vraiment très, très attention à qu'est-ce qui s'est passé pendant ma période de recherche. Et évidemment, un autre problème qui, souvent, c'est une des raisons principales du rejet d'un papier, c'est le fait que dans une étude, on est en train d'étudier un certain phénomène, et puis lié à ce phénomène-là, il y a une variable qui n'est pas observable. Je vous donne un exemple d'une recherche récente que je suis en train de faire. On est en train, avec un groupe de collègues, on est en train de travailler sur... Vous savez, il y a maintenant de plus en plus dans certains pays, on essaie d'imposer des quotas de femmes dans les conseils d'administration. C'est de la gouvernance, c'est une étude en gouvernance. Et donc, nous, on essaie de voir un peu quel est l'impact de ces quotas-là. Mais on va essayer d'aller chercher la différence entre les quotas parce qu'en fait, souvent, la très grande majorité des études, elles font la différence entre s'il y a un quota ou s'il n'y a pas de quota. Mais en fait, on s'est rendu compte qu'à l'intérieur de ces règles-là, les quotas, il y a une super grande variabilité. D'accord?
Et donc, en fait, on a ramassé des données sur des entreprises dans plusieurs pays. On sait très, très bien si le pays il a un quota ou non. Et à l'intérieur de la loi, de cette loi-là, qui est l'imposition d'un quota de proportion de femmes dans le conseil d'administration, on a quelques informations qui sont très, très intéressantes pour nous. Quand on fait l'analyse, quand on tourne notre modèle empirique, on fait un modèle empirique qui prend en considération plein de variables et on fait de fixes et d'effects et tout ça. Un des problèmes qu'on a, c'est que la décision d'une entreprise d'engager ou non une certaine proportion de femmes ne dépend pas uniquement du fait qu'il existe une loi, mais ça va dépendre d'autres choses qui sont les pratiques de l'entreprise, qui sont est-ce que l'entreprise elle a plus intérêt d'avoir plus de femmes. On sait que dans certains secteurs, je sais pas, une entreprise de communication, on sait très très bien que dans ce domaine-là, on risque d'être beaucoup plus performant. On peut mieux comprendre, la réception d'un message de communication si on est femme. On peut, par exemple, aller voir un autre cas extrême. Dans des entreprises industrielles, généralement, on a beaucoup moins de femmes qui travaillent, et donc on a beaucoup moins de femmes qui sont capables d'aller chercher ces postes-là d'autres directions. Et donc, en fait, au-delà de l'industrie, nous, on a essayé de voir ça par l'industrie, mais en fait, on a un référé qui nous a dit, oui, mais au-delà de l'industrie, il y a la culture de l'entreprise. Donc, il y a des entreprises qui sont culturellement plus ouvertes à avoir des femmes qui sont en haute dans le conseil d'administration. Et ça, c'est une variable qui n'est pas observée. On ne peut pas observer la culture, en fait. C'est quelque chose qui est très, très compliqué. On peut essayer d'aller chercher des proxys, donc par exemple l'industrie, mais parfois, ce n'est pas suffisant. Donc, il faut faire très, très attention parfois lorsqu'on construit un peu notre argumentation théorique à prendre en considération ces dimensions-là. Et donc, ça, c'est quelque chose qu'il faut faire auquel il faut faire très, très attention. Lorsqu'on commence une étude empirique, on a tendance souvent à aller dire, bon, je vais utiliser ce modèle-là, donc j'applique directement le modèle. Moi, personnellement, on m'a appris ça quand j'étais très, très jeune, quand j'étais étudiant, quand j'étais jeune étudiant. Avant de faire une régression, essayez de voir un peu ce qui se passe dans les statistiques descriptives. Je vous promets, c'est très, très utile et ça vous donne énormément d'informations qui sont très, très intéressantes et ça vous donne des arguments très, très fins. Donc, avant de commencer à tourner des modèles, à essayer de faire, que ce soit un modèle d'équation structurelle, un GMM ou des variables instrumentales, commencez par voir un peu vraiment les statistiques descriptives, jouer un peu avec vraiment les stats descriptifs des données, ça peut vous donner des informations super intéressantes. Quelles sont les variables non observables qui peuvent affecter et comment on peut éventuellement contourner le problème et trouver au moins des proxys ou des variables qui ressemblent un peu à ça. Un problème, comme vous connaissez tous, un problème très, très majeur, en fait, quand on commence à travailler avec des modèles empiriques, c'est le phénomène d'endogénéité. En fait, c'est l'exemple que je viens de vous donner. Ou bien, vous pouvez prendre un peu, je ne sais pas, si vous travaillez, par exemple, sur je sais pas, la qualité de travaillant, par exemple, sur des auditeurs. Je vais essayer de donner un exemple en comptabilité. Vous êtes en train de travailler sur la corrélation entre la qualité de l'audit, donc d'une mission d'audit, et puis la réputation de l'auditeur. Donc, vous pouvez observer, par exemple, le fait que, généralement, à ma connaissance, en fait, la qualité de l'auditeur, souvent, elle est mesurée par la taille de la compagnie d'audit. Souvent, on distingue les Big Four versus non Big Four.
On peut intégrer parfois, lorsqu'on travaille dans un pays, quelques entreprises locales, mais qui peuvent concurrencer un peu les plus grandes 4 entreprises connues versus les autres. Et donc, ça, souvent, c'est un proxy de la qualité. Et puis, on va essayer de mesurer la qualité des données comptables ou le niveau d'erreur ou bien la probabilité qu'il va y avoir des problèmes juridiques, ce que vous voulez. Et lorsqu'on veut étudier, par exemple, l'impact de la qualité sur cette mesure-là, donc l'impact, de la réputation de l'auditeur sur la qualité de l'audit, la qualité du travail d'audit, il y a quelque chose qui est très, très important, c'est que peut-être en fait que les entreprises qui vraiment font attention à la qualité de leur audit, ils vont aller chercher les meilleurs auditeurs. Donc, ils vont chercher ces Big Four ou bien les entreprises les plus réputées. Et donc, en fait, il y a clairement un phénomène stratégique dedans. Et donc, du coup, lorsque vous trouvez, par exemple, une relation négative entre la qualité de l'audit et la réputation, il peut y avoir tout simplement un biais de sélection parce qu'en fait, tout simplement, les réputés vont être choisis par celles qui n'ont pas envie d'avoir ces problèmes-là. Et donc, en fait, ça ne veut pas dire que les entreprises qui sont les auditeurs les plus réputés font mieux le job. Ça veut dire tout simplement que les entreprises les plus réputées sont employées, sont engagées par les entreprises qui ont besoin que le job soit mieux fait, tout simplement. Et donc, en fait, il faut faire toujours très, très attention à cet aspect d'endogénéité. Alors, il y a des techniques empiriques, il y a des modèles qui permettent. Alors, j'ai vu que cette année, on va essayer de lancer un peu des études qui nous permettent un peu de mettre vraiment la main à la pâte et voir un peu comment on traite ces aspects-là. Mais il y a des modèles qui sont très, très connus qui nous permettent peut-être pas de résoudre complètement les phénomènes d'endogénéité, mais au moins de réduire l'impact de ce phénomène-là sur les résultats qu'on observe. Parce que généralement, dès qu'il y a de l'endogénéité, on a souvent en fait un phénomène on a des estimations qui sont biaisées. Si les estimations sont biaisées, donc le résultat qu'on observe n'a pas forcément un sens. Est-ce que vous avez des questions? Ah oui, alors, j'ai quelqu'un qui a une question, c'est Katio Kwasi Jean-Marc, qui disait qu'il avait une question. Alors, j'ai posé une question. Alors, où est-ce que je peux retrouver sa question? S'il m'entend, est-ce qu'il peut reposer la question là, prendre la J'ai main? la question en fait. Ok, s'il te Il plaît, voulait vas-y. revenir sur. Il dit le professeur a parlé d'études descriptives. Pourrait-il revenir là-dessus, nous situer sur l'utilisation des différentes méthodes existantes? Donc, Ok. Ce que j'entends par les stades descriptifs, c'est vraiment aller chercher. Alors, je peux vous donner. Qu'est-ce que je peux vous donner comme exemple? Imaginez que vous voulez étudier. Imaginez que vous voulez étudier l'impact d'une loi sur le niveau d'endettement des entreprises. Ça, c'est un sujet qui était vraiment très, très traité. On a essayé de lier un peu la qualité de la gouvernance à des décisions stratégiques des entreprises. Donc, une des décisions stratégiques des entreprises, c'est le niveau d'endettement. Et donc, en fait, il y a plein d'études. D'abord, il y a eu plein de lois qui vont essayer d'améliorer un peu la qualité de la gouvernance. Donc, dans plusieurs pays, ça a commencé aux États-Unis au début des années 2000 et après, ça a suivi dans plusieurs autres pays. Et donc, en fait, on a essayé de voir un peu quel est l'impact de ces lois-là sur le niveau d'endettement. Okay? C'est très simple. Avant de commencer à faire des régressions et tout ça, tout ce que vous avez à faire, c'est essayer d'aller voir un peu quelle est la moyenne du niveau d'endettement des entreprises avant la loi et après la loi. Et s'il y a eu un changement, et vous pouvez essayer de voir un peu l'évolution dans le temps. Et si vous trouvez qu'en fait, ça ne bouge pas, c'est possible en fait qu'en fin de compte, il n'y a pas eu d'impact. Mais si vous commencez à voir que ça a augmenté ou ça a baissé, donc il y a une tendance à la hausse ou une tendance à la baisse, vous pouvez commencer à dire, bon, là, en fait, ça me permet un peu de commencer à voir un peu ce qui se passe. Si la tendance, elle est conforme à votre hypothèse, tant mieux.
Si elle est complètement inverse, il faut comprendre pourquoi elle est inverse. Qu'est-ce qui fait qu'elle soit complètement différente de ce que vous avez anticipé. Donc, en fait, l'idée, c'est de ne pas utiliser les stats descriptifs, c'est vraiment travailler sur des moyennes, travailler sur des médianes, éventuellement, parfois, peut-être certaines questions vont nécessiter le fait d'utiliser un peu travailler sur des quartiles ou travailler sur des écarts types. Mais l'idée, c'est vraiment commencer par, à la limite, appréhender vos données. Commencez à aimer vos données. Commencez à aimer vos données, à voir un peu vos données avant de commencer à faire des régressions, des modèles super sophistiqués. Parce que l'observation des données, mais vraiment très, très simple, l'évolution des moyennes dans le temps, de quelle façon, par exemple, les choses changent d'une industrie à une autre, de quelle façon les choses changent si on travaille avec des petites entreprises ou bien des grandes entreprises. Vous savez très, très bien, il y a toujours le phénomène taille, l'effet taille, pardon. Et donc, il faut commencer par voir un peu, voir tout simplement, sans faire des modèles super compliqués. Et je vous promets, ça vous permet d'avoir beaucoup d'informations super intéressantes qui vont vous aider après, quand vous allez commencer à tourner un peu un modèle empirique un peu plus sophistiqué. Mais c'est vraiment les choses basiques qu'on a. Quand je parle faire des statistiques descriptives, c'est vraiment aller voir les choses très, très basiques. Donc, en fait, comparer des moyennes, faire des tests, faire des petits tests pour comparer les moyennes. Tout simplement. Est-ce que j'ai répondu à votre question? Alors, est-ce que je regarde? Est-ce qu'il est là? Oui, alors. Merci beaucoup. Ok. C'est bon. Il y a une question de Bini. Tiens, comment on introduit, par exemple, l'impact de la crise Covid dans une étude? Quand vous n'avez pas décidé d'étudier l'impact, puisque le professeur tient compte, oui. C'est très simple. Vous introduisez une variable d'AMI, 0 avant le Covid, 1 pendant le Covid, oui, 0, 1. Donc, 0 avant le Covid, 1 pendant le Covid, 0 après le Covid. Après, qu'est-ce qu'on appelle pendant le Covid et après le Covid? Les études ne sont pas vraiment d'accord sur quelle est la période Covid exacte. Donc, ça dépend du pays, en fait. Il y a certains pays, moi j'ai vu par exemple des études ici en France qui considèrent que la Covid, elle a commencé en mars, donc mi-mars, et elle a fini, je pense, en fait, vers octobre. En fait, là, en fait, je parle de l'impact sur l'impact économique, hein, pas l'impact santé. L'impact santé, malheureusement, il est allé un peu plus au-delà. Mais l'impact économique était sur cette période-là où les activités économiques en France étaient quasiment à l'arrêt pendant cette période-là. Mais en fait, la réponse courte, c'est qu'il faut utiliser une DAMI, une variable DAMI, une variable binaire. Tu veux avancer ou pas Oui, allez-y. Donc, en fait, en plus, on est en retard. Donc, quand est-ce que c'est approprié d'utiliser des données secondaires? Et je pense, en fait, je vais finir par ce slide-là. Quand est-ce que c'est approprié d'utiliser des données secondaires? Ben, j'ai presque envie de dire quand les données sont disponibles. Quand, créer nous-mêmes nos données, c'est toujours plus coûteux, c'est toujours très coûteux et ça peut prendre beaucoup de temps. Donc, si on a les données qui sont disponibles, même si on a besoin de les collecter à la main, ça reste toujours plus pertinent en fait de les utiliser. Parfois, même si les données ne sont pas disponibles, on peut faire des proxys pour s'approcher de ces données-là. Donc, pour s'approcher de ces données-là. Typiquement, par exemple, moi, j'ai vu une fois une étude où
on essaye de voir un peu la relation entre deux variables. En fait, c'était sur le taux d'endettement. Et en fait, c'est l'étude dont je vous ai parlé. C'est l'histoire, c'est l'impact des lois concernant la qualité de la gouvernance sur le taux d'endettement des entreprises. Et après, en fait, on s'est posé la question, mais peut-être, en fait, il y a un aspect culturel. Il y a dans certains pays, culturellement, on a tendance à avoir beaucoup plus de dettes que d'autres pour les entreprises. Et donc, il a fallu voir un peu quelque chose qui mesure les différences culturelles entre les pays. Généralement, on a tendance à dire, ouais, comment on mesure le niveau, la différence culturelle entre les pays. Et puis, en fait, il y a des études qui sont disponibles sur la World Bank qui nous donnent justement une sorte de mesure. Alors, ce n'est pas la qualité de la culture, parce que ça n'a aucun sens de dire la qualité de la culture, mais c'est qui classe en fait les différents pays, différentes régions du monde selon certaines métriques en des catégories. Donc, en fait, certains pays, ils ont un niveau. En fait, encore une fois, en fait, les métriques n'ont pas vocation à classer dans le sens où un est meilleur que l'autre, mais c'est juste le distinguer. Et donc, ça permet de prendre en considération un peu cet aspect culturel. Peut-être 5 minutes encore. On va arrêter à 30 parce qu'on devait arrêter à 20. OK. Je te laisse encore quelques minutes. Je suis désolé. J'ai presque fini, en fait. J'ai presque fini. Donc, en fait, il y a peut-être, vous l'avez certainement compris en donnant des exemples. De plus en plus, on a des études qui sont vraiment super intéressantes lorsqu'on veut utiliser un peu l'impact d'une nouvelle réglementation, l'impact de nouvelles pratiques et tout ça. Je sais qu'en fait, c'est un terrain qui est super intéressant en Afrique parce qu'on a une évolution très, très intéressante en fait des réglementations en place et ça peut permettre d'avoir des études super intéressantes dans un contexte complètement différent de ce qu'on sait. Ce qu'on sait très, très bien, on sait plutôt bien comment ça fonctionne ici en Europe, aux États-Unis, un peu en Asie, mais on a beaucoup moins d'informations sur quel est l'impact de ces nouvelles réglementations sur ce qui se passe en Afrique, parce que la dynamique économique, la dynamique financière est complètement différente. Et mon dernier slide, avant d'arrêter, donc là j'ai 2 minutes, c'est quoi, quand on parle de données secondaires, il y a principalement 3 façons d'organiser ces données. Il y a ce qu'on appelle les cross-sections. Donc, les données cross-sections, c'est des données sur une entreprise, mais en fait, sur un phénomène, sur un événement. Par exemple, les études qui sont sur les fusions et acquisitions, c'est des données qui sont typiquement cross-section. Donc, on a des transactions. Les données sur les IPO sont typiquement des données cross-section parce qu'on a telle entreprise, elle est allée en IPO telle année. Donc, en fait, on a l'information sur une seule année. Après, de plus en plus, surtout lorsqu'on commence à travailler avec des données qui sont sur la finance corporative, sur la comptabilité, lorsqu'on fait des études sur la gouvernance, on utilise les données de panel. Et quand on commence à travailler sur des études liées aux performances dans les marchés financiers, on utilise ce qu'on appelle les time series, qui sont des données à haute fréquence, qui sont plus fréquentes. Donc, et qui vont nous donner l'évolution des prix, l'évolution des rentabilités, l'évolution du volume de trading et tout ça dans les marchés financiers. Et les traitements économétriques, les types de modèles qu'on utilise est complètement différent. On ne va pas utiliser la même chose pour les données cross-section que pour les données panel data, que pour les données time series. Je pense que je vais m'arrêter là avant d'attaquer les techniques méthodologiques. Super. Merci beaucoup, cher professeur Moez Ben-Nouri. Et je pense qu'il y a eu beaucoup de questions, énormément de sollicitations pendant cette présentation, ce qui montre l'engouement des inscrits, des personnes présentes aujourd'hui pour la méthode quantitative dans notre cher domaine comptabilité et finance. Ce que je vous propose à tous, on est désolé pour ce contretemps, on a pris un retard de 10 minutes. On va tout de même garder notre pause de 20 minutes. Dans le programme, il était prévu qu'on se retrouve à 11h40 GMT. Donc, professeur Ben-Nouri, ça ne vous dérange pas? Est-ce qu'on peut décaler à 11h50? Il n'y a pas de souci. Comme ça, les gens auront bien 20 minutes de pause. OK, donc on se retrouve à 11h05.
11h50 GMT. Par contre, avant de partir, je vous ai remis pour ceux qui veulent des certificats de participation à l'atelier. Vous regardez, vous avez là le lien Google Form. Je vous invite, s'il vous plaît, à remplir, à renseigner les informations afin que je puisse générer les certificats. Toutes les demandes qui seront faites en dehors de ce Google Form-là, je ne vais pas y répondre. Donc, il n'y aura pas de certificat si vous envoyez des mails. Remplissez ce Google Form, d'accord, pour qu'on puisse aussi générer très rapidement les certificats pour vous les envoyer. OK? Donc, je tiens à rappeler que le travail que nous faisons, professeur Sénican, Vidisha, professeur Vidisha qui n'est pas là aujourd'hui, puisqu'on est trois à organiser les ateliers, et moi-même, c'est un travail purement bénévole. Donc, essayez aussi de nous faciliter la tâche lorsqu'on vous demande de remplir un document. Ça permet aussi chez nous de mieux nous organiser, ne pas perdre trop de temps lorsqu'on fait certaines tâches. Parce qu'il est très compliqué lorsque vous envoyez des mails individuels à droite et à gauche, de se concentrer, de laisser ce qu'on a à faire, de vous occuper que de votre certificat. On préfère le faire de façon poulée. Voilà, on gagne du temps. Je voudrais quand même insister sur ça. Très concrètement, je sais, certaines personnes pourront le prendre mal si un mail de ce genre-là n'est pas répondu. Mais avec les 4 événements qu'on a réalisés depuis le début de ces ateliers, on s'est rendu compte de cela. Il sera hors de question de répondre à des problématiques de certificat en dehors de ceux qui n'ont pas rempli le questionnaire. Donc ça, c'est vraiment très important. Je souhaite que nous ayons tous cette discipline-là. Merci en tout cas. Très bien, professeur Mouez, chers collègues présents, je vous propose de faire une petite pause de 20 minutes. On se retrouve donc à 11h40 GMT, soit non, 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 11h50, j'ai dit 50, 50, 50. 11h50 GMT, T'avais dit soit 50. 13h50 en France. On Oui. assistera donc à la dernière présentation du professeur Ben Nouri Mouez autour des techniques maintenant méthodologiques et économétriques pour analyser vos données primaires et secondaires. Donc, la seconde présentation va durer environ 1h20. Donc, merci à tous, bonne pause, bon déjeuner à tous et on se retrouve d'ici 20 minutes. À tout Merci à à l'heure. tous. À tout à Merci l'heure. beaucoup. À tout à l'heure. Merci. Oui, merci. Oh non, tu dis, donc, on a un message, nous, c'est facile à remplir. Oui, il n'y a que 2 questions en fait. Donc, merci à vous. Merci. Je regarde. Oui, Oui, mais merci. je regarde. Oui, Serge, ok. Facile à remplir, ok. Ah, ok. Je regardais s'il y avait d'autres questions. Je crois qu'il y a une dernière Non, question qui est arrivée. Oui, peut-on peut-on utiliser une série de régressions simples et multiples pour tester une médiation? Ah, ok. Question Ça, c'est technique. pour moi, ça. Ok. Voilà. Après, tout dépend des hypothèses qu'il formule, en fait. Est-ce qu'il s'agit bien d'une médiation ou d'une modération, en fait? Hmm, hmm. Donc, et Esther, est-ce que vous êtes sûr qu'il s'agit d'une médiation ou d'une modération? Elle est partie, Esther? Ah, Bon, elle je est suis en train de partie. regarder la question. Ah, mais la question n'a pas disparu quand même, non? La question, elle est là, en fait. Si tu remontes juste avant mon Google Form, là, peut-on utiliser une série de régressions simples et multiples pour tester une médiation? Ah, ok. Euh, oui, Parce oui, qu'il je vois ça, ouais. y a la modération et après, Hmm, tu as la médiation. hmm, Donc, est-ce qu'elle parle vraiment d'une médiation ou d'une modération, en fait? C'est juste, faut voir, en fait, parce que le lien n'est pas pareil. Et selon ce qu'elle répond, hmm. ou nous, Anselme, c'est moi, j'ai pas compris votre question. C'est vous qui avez posé la question? Oui, Esther est là. Il s'agit bien de mettre en évidence un effet médiateur. Ben, lorsque vous avez un effet médiateur, je suppose que là, vous avez 3 variables. Vous avez une variable X qui va passer par une variable, on va dire A, d'accord, pour influencer une variable B. D'accord? Donc, ce que moi, je vous... C'est possible de publier Le professeur a dit, excusez-moi, il y a aussi le professeur a dit plus haut qu'il était possible de publier des critiques purement, des articles, vous voulez dire, pas des critiques purement descriptifs. À ce niveau, quel conseil? Non, je ne suis pas sûr qu'il ait dit ça. On vous demande lorsque vous, et Catio, lorsque vous avez une base de données, d'accord?
avant de vous lancer dans des régressions, etc., Mm. vous allez regarder, analyser de près vos données pour voir est-ce qu'il n'y a pas des données aberrantes, d'accord? Des données trop importantes par la taille ou trop faibles. Donc, vous pouvez faire une petite analyse descriptive là-dessus afin de filtrer, de nettoyer votre base de données. Ensuite, dans votre article de recherche, il y a une partie descriptive que vous devez présenter de vos données. En général, on présente la moyenne ou la médiane, le maximum, le minimum, les effectifs de votre échantillon. Ça, c'est des données que vous présentez. C'est le minimum, c'est un préambule avant de présenter votre modèle de régression. C'est un peu ça l'idée. Maintenant, est-ce que vous allez publier que des données, on va dire Des stats. des stats descriptives pour en faire un article de recherche? Moi, je dirais non. Dans les revues de haut niveau, les revues classées, vous ne pouvez pas vous appuyer que sur des stats descriptives pour en déduire quelque chose. Tout dépend aussi de la formulation. Est-ce que vous présentez juste Après, je ne peux pas. Je dis non, mais avec des guillemets, au fait. Tout va dépendre de ce que vous voulez défendre, au fait. Quelle est la problématique que vous mettez en avant? Qu'est-ce que vous voulez montrer aussi? Oui, peut-être que si je peux rebondir là-dessus, une fois de plus, Mais ça revient après, à l'objectif, quoi. mais C'est-à-dire, après excuse-moi, Conan, il met la question toujours Catio. Mais est-ce que vous ne voulez pas prendre votre micro pour parler? Ce serait plus simple, hein, oui, plutôt comme ça, on que. interagit mieux, ouais. Est-ce que votre micro, il marche, Catio? Oui, Katio, Ok. Oui. Oui, Qu'est-ce que vous entendez par désolé. analyse statistique, au fait? Parce que tout ce qu'on vous dit là, c'est des analyses statistiques. Bon, ok. Est-ce qu'on peut faire disons, des On vous entend très mal, voire pas du tout. Je ne vous entends pas du tout là. corrélations, des corrélations, pour présenter les corrélations qui existent entre les différentes variables? Est-ce qu'à ce Est-ce que, niveau-là, c'est est-ce que vous ne pouvez pas vous suffisant? déplacer pour qu'on vous entende mieux, au fait? Parce que là, j'entends un mot Allô? sur deux. Oui, Allô? oui, allez-y. Vous m'entendez? Oui, là, on vous entend mieux là. On vous entend. Ok. Oui, je demandais, est-ce qu'il était possible, oui, est-ce qu'il était possible, avec une certaine analyse, de présenter des cercles de corrélation, de présenter des cercles de corrélation, ou bien de présenter les corrélations entre les différentes variables qu'on voudrait mettre en évidence? Mais encore une fois, Ah, là, oui, je allô? vous entends, hein. Ok. Katio, Kwasi, je vous entends. Oui. Attention, lorsque vous présentez les stats descriptives, lorsque vous présentez des corrélations, vous êtes toujours dans la présentation générique de vos données. Une corrélation ne traduit pas un lien de cause à effet. Ce n'est pas un impact au fait. D'accord? Ce n'est pas l'influence d'une variable sur une autre. Non. Une corrélation veut dire, tiens, il peut peut-être y avoir une relation entre des phénomènes, entre des variables. C'est tout. Donc, à mon sens, je ne peux pas m'appuyer, je ne peux pas valider ou invalider cette hypothèse sur la base d'une corrélation. Non. D'où ma question, je reviens encore à la question, qu'est-ce que vous voulez montrer? Bon, s'il s'agit d'une Encore une fois, je vous entends très étude mal. où il n'y Je a ne sais pas, pas où vous où il n'y a êtes, pas votre d'hypothèse. connexion. Bon, Allô? je suis à la maison, en fait. Je suis à la maison. S'il s'agit d'une étude où on n'a pas émis d'hypothèse, où on n'a pas émis d'hypothèse, où on va pour, donc je vais dire peut-être une étude de cas. Une étude de cas, on n'a pas émis d'hypothèse. Dans ce sens-là, est-ce que ça peut paraître assez intéressant Oui, mais ou... attendez, quand vous dites une étude de cas, qu'est-ce que vous entendez par étude de cas? Vous avez un seul cas. Donc, comment vous arrivez à avoir des données? Vous avez une société dans laquelle vous avez des données sur plusieurs années, sur plusieurs individus. C'est ça? Bon, une étude de cas, par exemple, si je suis dans une ville donnée, je veux présenter le comportement des agents qui travaillent dans un service donné. Et s'il y D'accord? a au moins 5 services ou plusieurs agences, si à partir de là, j'ai réussi à avoir les données sur la base de ce que je dis, est-ce que ça serait intéressant ou est-ce que je suis obligé de mettre des hypothèses pour pouvoir les faire résoudre? je peux Oui, vas-y. Oui, j'allais compléter un répondre, mais je te peu. laisse répondre.
Je te Ouais, laisse répondre. parce que, je sais pas, il y a toujours, enfin, une fois de plus, c'est pas comme si, faisons attention, hein, la recherche, OK. c'est pas, comment on dit, c'est pas 1 + 1 = 2, c'est pas systématique en fait. C'est pour ça qu'on est prudent quand on donne les réponses. OK. Mais il faut aussi nous aider, c'est-à-dire, OK. il faut que vous ayez un objectif clair. Qu'est-ce que vous voulez faire comme recherche? C'est quoi votre question de recherche? C'est quoi votre objectif? La méthode, c'est juste, on va dire, la preuve de l'intuition ou la preuve de la démonstration théorique que vous avez. Donc, il ne faut pas mettre la méthode devant. C'est d'abord ce qui est primordial, c'est je veux démontrer quoi, je m'intéresse à quoi. Et quand ça là est clair, là on peut savoir si par exemple une corrélation peut être au service de quelque chose, si des stats descriptifs peuvent être au service de quelque chose. C'est vraiment essentiel. OK. Mais OK. il est clair que des stats descriptives au sens, je regarde des moyennes, des médianes, ensuite je regarde des corrélations entre des variables, ne sera jamais, comme dit mon collègue, une façon de tenter d'approcher des liens de cause à effet. Bon, en réalité, si on pousse même la OK. réflexion, on considère même que même les régressions ne sont pas des choses qui permettent de regarder en réalité des liens de cause à effet parce que certaines personnes vont regarder ce qu'on appelle les mécanismes causaux. C'est-à-dire quel est le mécanisme causal qui lie mon X avec mon Y avec mes X. Voilà. Donc, tout est une question de votre objectif et la question. Et ensuite, les méthodes qui sont à foison à disposition viennent au service de ces 2 éléments principaux de votre design de recherche. Maintenant, dans le type spécifique que vous décrivez, je comprends bien que vos unités d'analyse à l'intérieur de votre étude de cas, ce sont des individus. Donc, bien évidemment, dans une étude de cas, vous pouvez avoir 100 individus, c'est-à-dire votre unité d'analyse, c'est des individus à l'intérieur d'une organisation, par exemple. Donc, oui, vous pouvez collecter un certain type de données, mais tout ce que vous allez faire avec ces données-là est fonction de qu'est-ce que vous voulez étudier. Et regardez comment le professeur Ben Nouri présente les choses. Chaque fois, il vous dit, on veut étudier, par exemple, la dette, l'endettement par rapport à une régulation, vous voyez, c'est-à-dire, il donne le cadre de la recherche avant de dire la méthode qui est appliquée. Vous voyez? C'est ça. Et Anderson, Oui. Monsieur Conan, professeur Conan, j'ai une question sur la médiation-modération. Donc, je vais, Merci pardon,